Je m'appelle Séverine Maillard, j'ai 34 ans, et je veux vous raconter le jour où je me suis assise dans le salon de ma tante Françoise à Brive-la-Gaillarde, une chemise cartonnée sur les genoux, et où j'ai regardé le visage de ma sœur changer d'une façon que je n'oublierai jamais complètement. Elle avait passé 11 jours à raconter à notre famille que je lui avais volé le bijou de notre mère. 11 jours de coups de téléphone et de conversations murmurées lors des repas dominicaux et de messages soigneusement formulés envoyés à des cousines à qui je n'avais pas parlé depuis des années. 11 jours du silence doux et dévastateur de ma tante. Et Isabelle était assise en face de moi dans le fauteuil fleuri de Françoise, les mains croisées sur les genoux, les cheveux lissés avec soin, et sa voix portait cette tristesse particulière que je l'avais regardée jouer toute ma vie. La tristesse de quelqu'un qui est sur le point d'être cru. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans la chemise. Moi, oui. Je vais tout vous raconter. Comment nous en sommes arrivés là, ce que j'avais entre les mains quand je suis entrée dans cette pièce, et ce qui s'est passé quand je l'ai ouverte. Mais d'abord, je dois vous ramener en arrière, parce que cette histoire ne commence pas avec une broche. Elle commence dans une maison de Périgueux, et dans une famille qui m'a appris très tôt que l'enfant la plus facile de la pièce n'est pas toujours celle qu'on aime le plus. Parfois, c'est simplement celle que personne ne surveille. Avant d'aller plus loin, si vous avez déjà été accusé de quelque chose par quelqu'un qui vous connaissait assez bien pour le rendre crédible, vous comprenez déjà quelque chose de ce que je vais vous dire. Et si ça résonne déjà, allez-y et cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui suit, et partagez ça avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité ne reste pas enterrée pour toujours. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aime vraiment le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi enfant du milieu dans un appartement de la rue des Écoles, dans le quartier Saint-Georges à Périgueux. Mon père, Bernard, tenait une quincaillerie rue Taillefer, les doubles journées, l'homme des mots rares, qui nous aimait principalement par le fait de rester. Ma mère, Michel, était celle qui faisait exister la maison. Elle gardait des photographies sur chaque surface, cuisinait de mémoire et avait cette habitude de nommer les choses, ses plantes, sa tasse à café préférée, la vieille broche en camée qui avait appartenu à sa mère et à la mère de sa mère avant elle. Elle l'appelait Élise. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et puis il y avait Isabelle. 3 ans de plus, la première en tout, celle qui portait l'attente et l'anxiété de la performance qui va avec. Puis Raphaël, 6 ans de moins que moi, le petit dernier, celui à qui on passait tout simplement parce qu'il était arrivé en dernier. Moi, j'étais au milieu. Pas l'aînée, pas la benjamine. Celle qui maintenait la paix. Celle qui ne compliquait pas les choses. Celle qui avait trouvé Élise sur le sol de la chambre d'Isabelle quand j'avais 11 ans et qui l'avait remise en place sans rien dire, parce que même à 11 ans, j'avais déjà appris que garder la paix me coûtait moins cher que dire la vérité. J'ai cru ça pendant très longtemps. Que être facile, c'était pareil qu'être bien. Que absorber les choses sans bruit, c'était une forme de force. Il m'a fallu 34 ans et une pochette de velours qui est revenue vide pour comprendre que ce que j'avais fait toute ma vie, ce n'était pas de la force. C'était l'habitude la plus coûteuse que j'avais jamais développée. Je me suis payé mes études à Bordeaux avec une bourse sur critères sociaux et des journées de midi à servir à la cafétéria universitaire, plus des week-ends en salle dans un restaurant du vieux Bordeaux où les clients commandaient leur magret en regardant ailleurs. J'ai étudié la comptabilité, pas parce que j'aimais ça, mais parce que les chiffres ne vous mentent pas, et que je voulais être compétente d'une façon que personne ne pourrait contester. Diplômée en 3 ans et demi, mes parents ont fait le déplacement pour la remise. Ma mère a pleuré. Mon père m'a serré la main et dit « C'est bien, ma fille », du même ton qu'il utilisait quand la voiture passait le contrôle technique. Isabelle a envoyé une carte. Elle traversait son premier divorce à ce moment-là et ne pouvait pas faire la route. Je me suis installée à Bordeaux à 23 ans et j'ai trouvé un poste dans une société de logistique au quartier Mériadec. J'ai acheté un appartement à 29 ans, petit, 2 pièces, une fenêtre de cuisine qui donne à l'est pour que la lumière entre bien le matin. Je l'ai fait seule. J'ai économisé pendant 4 ans, mangé chez moi presque tous les soirs,
tenu un tableur que j'avais intitulé « La chose qui sera à moi ». Et quand j'ai signé les papiers, j'ai appelé ma mère en premier. Elle a crié d'une façon qui m'a fait rire jusqu'aux larmes. J'ai appelé Isabelle en deuxième. Elle m'a dit « Oh super, c'est bien. Dis, tu peux me virer 60 €? Je suis un peu juste ce mois-ci. » J'ai viré les 60 €. C'est le genre de chose qui paraît petite quand on est dedans. Ce n'est que quand on prend assez de recul pour voir la forme d'ensemble que ça ressemble à un schéma. La personne qui m'a aidé à voir cette forme, c'est Nathalie Forestier. Elle est arrivée dans la société de logistique 6 mois après moi et est devenue immédiatement la personne avec qui je déjeunais, puis celle que j'appelais quand j'avais besoin de réfléchir à voix haute, puis le genre d'ami qui vous téléphone un mardi sans raison, sauf qu'elle a vu quelque chose en voiture qui lui a fait penser à vous. Nathalie avait traversé sa propre version d'un combat long et épuisant, un dossier au prud'homme qui avait duré plus d'1 an, et elle en était sortie avec cette patience particulière pour l'injustice. Elle savait faire la différence entre les situations qui se résolvent seules et celles qui demandent qu'on bouge. La première fois qu'elle a rencontré ma famille, c'était lors du dîner des 62 ans de ma mère. Isabelle a passé les 20 premières minutes à demander à Nathalie d'où elle était, à l'origine, même après que Nathalie lui avait répondu « Toulouse » 2 fois. Mon père a fait poliment la conversation en parlant du trafic sur l'A89. Raphaël allait bien. Raphaël va presque toujours bien. Il a juste besoin que quelqu'un lui indique une direction. Et ma mère a entraîné Nathalie dans la cuisine sous prétexte d'avoir besoin d'aide avec le dessert. Et quand je suis venue voir ce qu'elle faisait, elles étaient côte à côte sur le plan de travail à rire de quelque chose que j'aurais apparemment dit en 5e. Ma mère avait cette qualité. Elle trouvait la chaleur chez n'importe qui en 30 secondes. Elle l'a trouvée chez Nathalie en à peu près 15. À la fin de la soirée, après que tout le monde était parti, ma mère m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. C'était octobre et il faisait assez froid pour que notre souffle se voie. Elle a pris ma main et l'a tenue 1 seconde de la façon dont elle faisait parfois, et elle a dit « Elle est bien celle-là, ne laisse pas partir quelqu'un de bien. » Je ne savais pas qu'elle pensait aussi, à sa façon tranquille, à ce qu'elle laisserait derrière elle, à qui elle pouvait faire confiance pour tenir certaines choses. Ma mère était comme ça, elle pensait toujours plus loin que personne ne lui en donnait le crédit. Elle a fait un AVC un mardi de février. Pas de long au revoir. Pas de chance de dire les choses précises que j'avais prévu de dire depuis des années. Juste un mardi, puis des obsèques, puis moi assise à sa table de cuisine 8 mois plus tard, en train de fouiller la dernière boîte à chaussures que je n'avais pas encore eu le courage d'ouvrir. La boîte sentait comme elle, le bois de cèdre et la crème Nivea, et quelque chose en dessous que je n'ai pas de mots pour décrire. L'odeur spécifique d'une personne qui est partie et qui est pourtant encore dans la pièce. J'ai fouillé soigneusement. Des cartes d'anniversaire qu'elle avait gardées, une photographie de ma grand-mère à 22 ans, debout devant une voiture que je ne reconnaissais pas. 2 bagues. Et au fond, une petite pochette de velours. Plate, vide. Je l'ai tenue entre mes 2 mains un long moment. Puis j'ai retourné la maison de fond en comble. Puis j'ai appelé Raphaël, qui ne savait pas. Puis j'ai appelé Isabelle, qui m'a dit, avant même que j'aie vraiment posé la question, qu'elle ne l'avait pas. Et puis elle a dit quelque chose qui s'est logé dans ma poitrine comme une écharde. « Tu es sûre que tu ne l'as pas emporté chez toi quand tu es venue en mars ?» Je n'avais pas été seule dans cette maison en mars. J'avais des justificatifs, des horodatages, un fil de messages, une photographie que j'avais prise de la fenêtre de cuisine de ma mère. Je savais exactement où j'avais été et à quel moment. C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je documente sans y penser, comme certains font des gribouillages. Mais Isabelle savait quelque chose que j'avais passé toute ma vie à prouver à tout le monde autour de moi, que j'étais celle sur qui on comptait. La sérieuse. Celle qui gardait les traces, et tenait les choses ensemble, et ne faisait pas de vagues. Elle savait exactement à quelle porte frapper si elle avait besoin que l'accusation soit crédible. Et je veux vous poser une question maintenant. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui se soit servi de votre fiabilité contre vous? Qui ait utilisé le fait que vous êtes celle en qui les gens ont confiance pour faire de vous la suspecte la plus logique? Mettez-le dans les commentaires.
Parce que je crois que beaucoup d'entre nous ont été exactement ce type de cible et n'avaient pas les mots pour le formuler avant bien plus tard. Je les lis tous. 2 jours après cet appel, ma tante Françoise m'a contactée. Sa voix était prudente et douce et dévastatrice. « Je ne dis pas que tu l'as prise exprès, » a-t-elle dit. « Peut-être que tu l'as ramassée sans faire attention. » Je lui ai dit que je n'avais jamais eu Élise entre les mains de toute ma vie adulte. Le silence de l'autre côté du téléphone n'était pas une pause, c'était un verdict. Je suis restée dans ma voiture sur le parking derrière mon bureau un moment après cet appel. Je ne sais pas exactement combien de temps. Assez longtemps pour que le chauffage que j'avais mis avant de raccrocher soit complètement éteint et que mon souffle recommence à se voir. J'avais mon téléphone sur les genoux et je fixais le mur de béton en face de moi, qui avait une fissure qui courait en diagonale sur toute sa largeur et que je n'avais jamais remarqué alors que je me garais à cet emplacement presque chaque jour de travail depuis 4 ans. C'est ça le choc. Ça vous fait remarquer les mauvaises choses. J'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la première sonnerie, comme elle fait toujours quand elle peut sentir à la façon dont j'ai envoyé des messages que quelque chose se construit. Je n'avais pas encore dit ce que Françoise avait dit que Nathalie avait fait un son. Pas un mot, juste un son, qui m'a dit qu'elle comprenait déjà la forme de la chose. Je lui ai tout raconté. La pochette vide, la question d'Isabelle sur Mars, le coup de téléphone prudent, doux, catastrophique de Françoise. Nathalie a été silencieuse exactement 3 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. Puis elle a dit « Dis-moi exactement ce que tu sais, pas ce que tu ressens, ce que tu sais. » Alors je lui ai dit ce que je savais. La broche était documentée dans une photographie que ma mère avait publiée sur Facebook le 14 janvier. Un gros plan qu'elle avait pris sur le plan de travail de la cuisine, parce qu'elle trouvait qu'Élise était belle dans la lumière d'hiver. L'inventaire de la succession avait eu lieu le 3 mars, en présence d'un notaire tout au long de la procédure. La broche n'était pas dans la boîte à bijoux lors de cet inventaire. Ils avaient répertorié chaque objet un par un, et j'avais les notes du notaire pour le confirmer. Isabelle avait été seule dans la maison le 22 février, 4 jours après les obsèques, pour récupérer des affaires personnelles. Elle avait envoyé un SMS à Raphaël avec la liste de ce qu'elle comptait prendre. Les couvertures d'hiver dans le placard du couloir, la cocotte en fonte, un cadre photo sur la cheminée. Élise n'était pas sur sa liste. « Séverine, » a dit Nathalie. « Je sais, tu dois déposer plainte. Je ne l'ai pas fait ce jour-là. Je veux être honnête là-dessus. J'ai passé 4 jours de plus à essayer de résoudre ça en interne d'abord. Envoyant un message groupé pour demander si quelqu'un avait peut-être mis Élise de côté pour la protéger, appelant Raphaël 2 fois, rédigeant un message à Isabelle que j'ai réécrit 7 fois et que je n'ai jamais envoyé. Chaque version était soit trop douce, soit trop agressive, et aucune ne disait ce que je voulais vraiment dire, qui était « Je sais ce que tu as fait, et j'ai besoin que tu dises la vérité avant que ça devienne quelque chose que je ne peux pas défaire. » Je faisais encore ce que j'avais toujours fait. Gérer la température d'une pièce dans laquelle je me tenais dehors. Protéger une paix qui ne m'avait jamais vraiment protégée. Ce qui m'a finalement fait bouger, c'est un appel de ma cousine Lucie. Lucie a 29 ans, vit à Brive, et a exactement 0 filtre entre son cerveau et sa bouche, ce qui est quelque chose que je n'ai jamais autant apprécié qu'en ce moment-là. Elle m'a dit qu'Isabelle parlait. Que lors du repas du dimanche, chez une connaissance de la famille le week-end précédent, Isabelle avait dit à 3 personnes séparées qui connaissent toute notre famille, qu'elle s'inquiétait pour moi. Que gérer la succession avait peut-être été trop lourd, que j'avais toujours été un peu cupide avec les affaires de notre mère. Que personne ne voulait le dire, mais Élise n'était pas sortie seule de cette maison. « Cupide » a dit Lucie. Elle a utilisé le mot « cupide ». J'avais envie de balancer mon verre à travers la table. J'ai remercié Lucie. J'ai raccroché. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc et j'ai noté tout ce que je savais en 2 colonnes. Ce que je pouvais prouver et ce que je ne pouvais pas. La colonne de ce que je pouvais prouver était plus longue. Je ne m'y attendais pas. J'avais passé tellement d'années dans cette famille à être celle qui absorbait les choses sans bruit
que j'avais oublié que j'étais aussi celle qui gardait les traces. J'ai appelé le commissariat le lendemain matin. L'officier qui a pris ma plainte s'appelait le capitaine Moreau. Méthodique, patient, le genre de personne qui pose la même question de 3 façons différentes, non pas parce qu'il ne vous croit pas, mais parce qu'il veut s'assurer que le dossier est propre. Il m'a expliqué que la loi française oblige les bureaux de rachat d'or et les dépôts-ventes à enregistrer l'identité de la personne qui vend ou dépose un objet, photo d'identité, signature, description précise de l'objet, le tout consigné dans un registre soumis au contrôle des forces de l'ordre en application de l'article 321-7 du Code pénal. Qu'avec une description suffisamment précise d'un objet mis en vente, il pouvait effectuer des recherches. Il m'a demandé de lui décrire Élise aussi précisément que possible. Je l'ai décrite d'après la photographie que ma mère avait publiée en janvier. Broche camée victorienne, visage sculpté sur coquille, monture en métal doré, légèrement chaude de ton, pas de l'or vif, plutôt du miel vieilli. Environ 4 cm de hauteur. Et une fissure capillaire dans le coin inférieur gauche de la monture, là où ma grand-mère l'avait fait tomber en 1987. Ma mère avait toujours voulu la faire réparer et ne l'avait jamais fait. Elle disait que la fissure donnait du caractère à Élise. Elle disait que ça voulait dire qu'elle avait survécu à quelque chose. Le capitaine Moreau a tout noté. Il m'a dit qu'il me recontacterait. Alors j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, le silence de la famille est devenu plus bruyant. Lucie prenait de mes nouvelles tous les 2 ou 3 jours. Elle était mon système d'alerte précoce à ce stade, la seule qui appelait encore. Par Lucie, j'ai appris qu'Isabelle était passée de sœur inquiète à narratrice en chef. Elle disait aux gens que j'avais été dépassée par la succession, que il n'y avait pas eu de vraie supervision, que notre mère, pauvre Michel, m'avait fait trop confiance et que cette confiance avait été, le mot qu'Isabelle utilisait apparemment, mal placée. Mal placée. Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'avoir son caractère démantelé dans une communauté où l'on a grandi, par quelqu'un qui porte le même nom de famille, pendant qu'on est encore en train de pleurer la personne dont l'absence a créé toute cette situation. Ça ne ressemble pas à de la colère, pas au début. Ça ressemble à se tenir dans une pièce dont les murs bougent et ne pouvoir le dire à personne, parce que les murs qui bougent sont précisément l'objet de ce qu'on vous fait. J'allais travailler. Je faisais mes clôtures comptables. Je m'asseyais en réunion d'équipe et je prenais des notes et je répondais aux questions. Et personne dans cette salle ne se doutait que je passais mes pauses déjeuner dans ma voiture au téléphone avec Lucie à recevoir les mises à jour sur la version de moi qui circulait actuellement à Périgueux et Brive. Nathalie savait. Nathalie sait toujours. Un jeudi après-midi, elle est venue se planter dans l'encadrement de la porte de mon bureau avec 2 cafés et n'a rien dit. M'en a juste tendu un et s'est assise dans le fauteuil en face de mon bureau. On a bu notre café en silence pendant à peu près 4 minutes. Puis elle a dit « Tu ne vas pas laisser passer celle-là tranquillement. Je le vois. » J'ai dit « Non, je ne vais pas la laisser passer. » Elle a hoché la tête. C'était suffisant. Je m'arrête sur cette cruauté particulière. Utiliser ma réputation de personne sérieuse pour faire de moi la coupable idéale. Isabelle savait exactement quel mensonge l'entourage croirait. C'est la pire des trahisons, celle qui utilise votre propre droiture comme une arme. Si vous avez vécu cela, partagez votre ressenti en commentaire, je vous lis vraiment. 12 jours après ma plainte, le capitaine Moreau m'appelle. Il a retrouvé Élise à Bergerac. La broche a été déposée le 24 février, 2 jours après la visite d'Isabelle. Tout concorde, jusqu'à la fissure. En raccrochant, je reste immobile sous la lumière nette du matin, fixant la montre Lippe de ma mère à mon poignet. Je repense à ces mots, dits en secret dans la cuisine 2 ans plus tôt. Élise était pour moi, pas pour Isabelle. J'appelle Nathalie. Ils l'ont retrouvée. Elle sait que je vais passer à l'action. Ce soir-là, je dresse une liste, non plus émotionnelle, mais chirurgicale. Je classe tout par ordre chronologique. La photo Facebook horodatée, les notes du notaire, le SMS d'Isabelle à Raphaël détaillant ce qu'elle emportait,
et les dates précises de la transaction à Bergerac. Et je souligne 2 fois l'élément final. Elle a signé de son nom. Dans sa panique, Isabelle a oublié la loi. Les bureaux de rachat d'or exigent une pièce d'identité et une signature. Ce n'est plus une rumeur familiale ou un ressenti, c'est un registre légal irréfutable. La vérité avait enfin un socle solide. Elle avait signé de son propre nom sur le reçu. Je suis restée un long moment avec ça. Pas avec satisfaction, je veux être précise là-dessus, parce que ce que je ressentais n'était pas assez net pour s'appeler satisfaction. C'était quelque chose de plus compliqué, quelque chose où le deuil était plié à l'intérieur, et une fatigue très ancienne, et en dessous de tout ça, quelque chose qui commençait seulement à ressembler à du sol ferme. Nathalie est venue le lendemain soir. Elle a apporté un poulet rôti et 2 soupes, ce qui est son langage spécifique pour « je sais que tu ne manges pas correctement et je ne vais pas en faire un plat ». On s'est assise à ma table de cuisine et je lui ai présenté tout ce que j'avais dans la chemise. Elle a écouté comme elle écoute toujours, complètement, sans interrompre, les mains autour de son bol de soupe. Quand j'ai terminé, elle a dit « Tu vas entrer dans cette réunion avec la chose la plus ennuyeuse et la plus irréfutable du monde. » J'ai dit « Du papier ?» Elle a dit « Du papier ». On est resté un moment avec ça. Puis elle a dit, plus doucement « Comment tu vas, toi, vraiment ?» Et je lui ai dit la vérité, qui était que je ne savais pas entièrement, que je n'arrêtais pas de penser à ma mère, que je me demandais si Michel avait compris, d'une façon qu'elle n'avait jamais dite à voix haute, ce dont Isabelle était capable. Si c'était en partie pour ça qu'elle m'avait dit spécifiquement, tranquillement, juste nous deux dans la cuisine, qu'Élise était pour moi. Si elle essayait de clarifier quelque chose, avant de ne plus pouvoir le faire. Nathalie a tendu la main par-dessus la table et a posé la sienne sur la mienne exactement 1 seconde. Puis elle a dit « Va dormir, tu as une longue route demain. » J'ai fait les 2 heures de route vers Brive le lendemain matin. Je connais ce trajet comme je connais ma propre respiration. Le tronçon de la 89 où les collines s'ouvrent et où on voit loin. La sortie où mon père s'arrêtait toujours prendre de l'essence, quelle que soit l'aiguille de la jauge. Le château d'eau aux abords de Terrasson, que je guettais enfant parce que ça voulait dire qu'on était presque arrivé. J'ai tout passé avec la chemise cartonnée sur le siège passager, la montre de ma mère au poignet et la radio éteinte. Je n'étais pas nerveuse. Ça m'a surprise. J'attendais que l'anxiété arrive, la contraction familière dans la poitrine qui avait accompagné la plupart de mes interactions avec ma famille pendant toute ma vie adulte. Et elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'était quelque chose de très immobile et de très clair. J'avais la vérité, j'avais la documentation, je n'avais rien fait de mal. Ces 3 choses allaient suffire, ou elles n'allaient pas suffire, et si elles ne suffisaient pas, j'allais comprendre quelque chose sur cette famille que je m'étais appliquée à ne pas comprendre depuis 34 ans. La maison de Françoise sentait le café et la cire au citron particulière qu'elle avait utilisée aussi loin que remontent mes souvenirs. Elle m'a accueillie à la porte avec une accolade qui a duré un battement de trop, le genre d'accolade qui est aussi une demande de pardon, et je l'ai laissée avoir ça sans rien dire. Le salon était prêt, chaises en cercle, mouchoirs sur la table, et cette atmosphère pesante de ceux qui ont déjà choisi leur camp. Isabelle, dans sa robe florale trop légère pour novembre, jouait la tristesse. Raphaël, mâchoire serrée, fixait le vide. Isabelle commença son récit, répété et mielleux. Elle parla d'amour, du deuil qui égare, insinuant que j'avais eu toutes les occasions de prendre la broche. Je ne dis pas que tu l'as fait méchamment, Séverine, peut-être juste. Isabelle. Ma voix était calme, simplement présente. J'ai déposé plainte il y a 12 jours. L'officier a consulté les registres de rachat d'or. La pièce cessa de respirer. Je la regardais droit dans les yeux. Ils ont retrouvé Élise à Bergerac. Elle a été déposée le 24 février, 2 jours après ton passage seul dans la maison de maman. Sa réaction fut une contre-attaque féroce. Elle cria au complot, à la jalousie, jurant qu'elle n'était jamais allée à Bergerac, que j'inventais tout parce que je ne lui avais jamais pardonné la succession. Elle a signé de son nom.
Ce fut Raphaël. Sans lever la tête, il répéta. Sur le reçu du bureau de rachat, Isabelle. Ils ont ton nom dans le registre. C'est comme ça que ça fonctionne. À cet instant, le prénom d'Isabelle, prononcé par mon frère, devint une chose qu'on ne pouvait plus défaire. Je ne ressentis ni triomphe ni soulagement, mais le poids total des 8 derniers mois. La pochette vide, le silence de Françoise, les déjeuners avec Nathalie, et le souvenir d'Élise captant la lumière de janvier sur le plan de travail de la cuisine. Tout se rejoignait enfin, avec une clarté dévastatrice. Si ça vous a touché quelque part proche de là où ça m'a touché, ce moment où la vérité a enfin un témoin, cliquez sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça ne vous coûte rien et ça compte plus que je ne sais le dire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Le visage d'Isabelle a changé. Pas d'un coup, par section, comme une structure qui perd ses points porteurs l'un après l'autre. La maîtrise est partie en premier, puis la performance de tristesse, et ce qu'il y avait en dessous était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle avait l'air petite, pas vaincue à la façon de quelqu'un qu'on vient de prendre en faute, mais petite à la façon de quelqu'un qui porte quelque chose de très lourd depuis très longtemps et qu'on a finalement, contre sa volonté, autorisé à le poser. Elle a mis ses 2 mains sur sa bouche. Ses épaules se sont rentrées vers l'avant. Elle a secoué la tête. Pas pour nier, j'ai compris ça immédiatement, mais pour secouer la tête devant la forme de ce qu'elle avait fait et de là où ça l'avait menée. Françoise a dit « Isabelle ». Un seul mot, rien d'autre. Ce qui est sorti d'Isabelle quand elle a baissé les mains n'était pas un aveu complet. C'en étaient les débris. Elle a dit qu'elle m'avait pas prémédité. Elle a dit qu'elle était seule dans cette maison et que le poids de tout, la dette, le second divorce en cours, les 2 mois de loyer en retard, le deuil qu'elle n'avait pas autorisé à se toucher, l'avait frappée d'un coup, et qu'elle avait vu la pochette de velours et qu'elle avait juste... Elle a dit qu'elle savait que c'était mal avant de le faire et qu'elle l'avait fait quand même, et qu'elle s'était dit qu'elle rachèterait Élise avant que quiconque le remarque. Elle a dit « Je sais comment ça sonne ». Raphaël a dit « Ça sonne comme tu as laissé Séverine porter la faute ». Isabelle a commencé à pleurer. Je l'ai regardée, ma sœur, 37 ans, dans une robe d'une saison trop légère parce qu'elle avait voulu avoir l'air de celle qui avait tout sous contrôle. Et j'ai vu quelque chose que je ne m'étais pas autorisée à voir clairement depuis très longtemps. J'ai vu ce que ça lui avait coûté d'être l'aînée, d'être la première dans la pièce, d'être celle qui portait l'attente et l'avait déçue, encore et encore, d'une façon qui s'était accumulée jusqu'à ce que la dette semble insurvivable. J'ai vu la fille qui avait rompu ses fiançailles parce qu'elle n'aimait pas cet homme et avait passé le reste de sa vie adulte avec l'impression d'avoir dépensé son seul bon moment de grâce familiale. Je la comprenais. Pas ce qu'elle avait fait. Elle. Et cette compréhension m'a coûté quelque chose. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de quoi. Je me suis levée. J'ai pris la chemise cartonnée. J'ai dit « Je veux qu'on me rende Élise ». Pas un mot de plus. Je suis sortie du salon de Françoise, j'ai traversé l'entrée qui sentait encore la cire au citron, et je me suis retrouvée dans l'air froid de novembre. La broche est revenue 11 jours plus tard. Le bureau de rachat d'or de Bergerac n'avait pas encore revendu Élise. Les broches camées victoriennes ne s'arrachent pas particulièrement vite en Dordogne, ce qui est un de ces détails qui seraient drôles dans une autre histoire. Avec la police impliquée et la transaction signalée, le bureau a coopéré sans difficulté. Le capitaine Moreau m'a appelé un mercredi après-midi pour me dire que je pouvais venir la récupérer. Et je me suis rendue là-bas seule un jeudi matin, avec la radio en sourdine et le chauffage qui tournait, et ce sentiment particulier de quelqu'un qui est sur le point d'accomplir une tâche qu'elle avait commencée pour sa mère. Élise m'est revenue dans la même pochette de velours. Légèrement aplatie, comme le tissu s'aplatit quand on l'a manipulé sans soin. Je l'ai tenue dans le parking du commissariat un moment avant de l'ouvrir, et quand je l'ai ouverte, elle était exactement comme dans mon souvenir. Le visage sculpté sur la coquille, la monture dorée couleur de miel vieillie, et la fissure capillaire dans le coin inférieur gauche que ma grand-mère y avait mise en 1987 et que ma mère n'avait jamais fait réparer
parce qu'elle disait que ça voulait dire qu'Élise avait survécu à quelque chose. Je l'ai tenue dans ma paume, dans l'air froid, et j'ai pensé « Oui, moi aussi ». Je suis rentrée chez moi. J'ai posé Élise sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'évier de cuisine, là où la lumière de l'après-midi entre et rend tout chaud. Le visage sculpté a accroché la lumière, et toute la broche a semblé rayonner de l'intérieur. Dorée pâle, posée, comme si elle était complètement indifférente à l'endroit où elle avait été. Je suis restée là plus longtemps que prévu. La procédure pénale a suivi son propre calendrier après ça. Je n'étais pas celle qui la conduisait. Isabelle avait admis suffisamment de choses dans le salon de Françoise, devant témoins, pour que les étapes suivantes soient relativement directes. Je ne vais pas détailler tout ça ici parce qu'une partie est encore en cours et qu'une partie ne m'appartient tout simplement pas à raconter entièrement. Ce que je peux vous dire, c'est que la réalité financière qu'Isabelle avait cachée à la famille pendant des années est apparue au grand jour de la façon dont les choses font quand des procédures officielles commencent à exiger des justificatifs. La dette, le loyer en retard, le second divorce qu'il avait laissé dans un trou qu'elle creusait depuis 4 ans. Des gens dans notre famille qui avaient regardé Isabelle performer la stabilité pendant des années ont appris que c'était une performance. Pas par moi, par la situation elle-même. Lucie m'a appelé quelques semaines plus tard avec la mise à jour que je n'avais pas demandée, mais dont je n'étais pas surprise. Elle a dit que la famille était, son mot, en train de digérer. Elle a dit que Françoise avait dit à quelqu'un à la paroisse qu'elle aurait dû parler plus tôt, et que ce quelqu'un en avait parlé à quelqu'un d'autre, ce qui est comme l'information voyage dans les petites communautés corésiennes. Pas en ligne droite, mais dans la propagation lente et méthodique de l'eau qui trouve chaque fissure. Je n'ai pas ressenti de satisfaction quand Lucie m'a raconté ça. Je veux être honnête là-dessus aussi. Ce que j'ai ressenti était plus proche d'une très longue expiration, le relâchement spécifique d'un souffle qu'on retient depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'il était dans la poitrine. Raphaël m'a appelé cette même semaine. Il n'a pas dit grand-chose. Raphaël dit rarement grand-chose. Il a dit « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt ». Quand Isabelle a commencé à « J'aurais dû parler », j'ai dit « Oui ». Il a dit « Je suis désolée, Sève ». J'ai dit « Je sais ». C'était suffisant. Raphaël et moi, on a toujours communiqué en raccourci, dans la compression spécifique de frères et sœurs qui ont grandi dans une maison où trop de choses restaient non dites et ont appris à signifier beaucoup avec très peu de mots. Il n'a pas proposé d'excuses et je n'en ai pas demandé. On est resté au téléphone encore 20 minutes à parler de rien d'important. Ses fils, ma fenêtre de cuisine, si le restaurant de la rue des Écoles à Périgueux avait changé sa recette de confit de canard. Et quand on a raccroché, j'ai ressenti la chaleur particulière de quelque chose qui avait été légèrement tordu, en train de reprendre sa forme d'origine. Françoise est venue une semaine après Raphaël. Pas un coup de téléphone. Elle a fait la route jusqu'à Bordeaux. Elle a frappé à ma porte un samedi matin et s'est tenue sur mon palier avec une boîte de soupe et l'expression d'une femme qui a été institutrice pendant 30 ans et qui sait exactement quand elle a eu tort sur quelque chose. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise à ma table de cuisine. Elle a regardé Élise sur le rebord de la fenêtre un long moment sans rien dire. Puis elle m'a regardée et a dit « Quand tu m'as dit que tu ne l'avais pas prise, j'aurais dû te dire que je te croyais. Je ne l'ai pas dit et j'aurais dû. C'est ce à quoi je reviens sans cesse. » J'ai dit « Je sais. » Elle a dit « Je te le dis maintenant. Je te crois. J'aurais dû le dire à ce moment-là. » Je lui ai servi un café. On s'est assises 2 heures. Elle m'a raconté la dernière fois qu'elle avait vu ma mère, 2 week-ends avant l'AVC, que Michel avait semblé fatigué mais apaisé, de la façon dont les gens le sont parfois quand ils ont fait la paix avec quelque chose qu'ils n'ont dit à personne. Françoise a dit qu'elle pensait que ma mère savait, de la façon dont certaines personnes savent simplement les choses, qu'elle n'avait plus beaucoup de temps, et qu'elle avait utilisé le temps qui lui restait pour mettre certaines choses au clair. J'ai pensé à la cuisine, 2 ans avant. La main de ma mère sur la mienne. Élise est pour toi. J'ai pensé que ma mère n'avait jamais rien fait sans intention. Après que Françoise fut repartie, je me suis assise à ma table de cuisine avec une feuille de papier, pas un bloc de travail, pas un cahier de bureau,
mais une feuille de papier à lettres crème que j'avais achetée des années auparavant et que je n'avais jamais utilisée parce que j'attendais toujours une occasion suffisamment importante. J'ai pris un stylo. J'ai écrit le prénom d'Isabelle en haut. Je n'ai pas écrit ce qu'elle me devait. Je n'ai pas écrit ce qu'elle avait fait, ni ce que ça m'avait coûté, ni ce que 11 jours à être accusée devant ma famille avaient ressenti de l'intérieur. Ces choses étaient vraies, et je les savais, et elle les savait, et les écrire pour qu'elle les lise ne les aurait pas rendues plus vraies. Ça m'aurait seulement donné l'impression d'avoir besoin qu'elle les comprenne, et j'avais passé 34 ans à avoir besoin de choses d'Isabelle qu'elle n'avait pas la capacité de me donner. À la place, j'ai écrit ceci. Je sais pourquoi tu l'as prise. Pas pour l'argent, je parle de l'autre raison. Celle que tu ne t'es probablement pas encore dite à toi-même tout à fait. Maman a choisi que ce soit moi qui ai Élise, et tu l'as appris, et dans la pire semaine de nos 2 vies, tu n'as pas pu le tenir. Je comprends ça. Je ne l'excuse pas, mais je le comprends. Je ne vais pas faire semblant que les derniers mois n'ont pas existé. Je ne vais pas jouer un pardon que je n'ai pas encore. Ce que je vais faire, c'est te dire clairement. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je n'ai plus besoin que tu le confirmes. Je crois que c'est la première fois que je peux dire ça et le penser vraiment. Élise est sur mon rebord de fenêtre. Elle est là où elle devait être. Séverine. Je l'ai relue une fois, puis je l'ai pliée et mise dans une enveloppe que j'ai adressée et posée près de la porte. Nathalie est venue ce soir-là. Je lui ai montré la lettre avant de l'envoyer. Elle l'a lue debout dans ma cuisine, avec son manteau encore sur le dos, en la tenant à 2 mains. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux et a dit « La voilà. » Juste ça, la voilà. J'ai posté la lettre le lendemain matin. Je ne sais pas si Isabelle a répondu. Au moment où je vous raconte cette histoire, elle n'a pas répondu. J'ai fait la paix avec la possibilité qu'elle ne réponde pas, que la honte spécifique de ce qu'elle a fait et de ce que ça a révélé sur ses finances et sur sa performance de stabilité rende une réponse impossible pendant longtemps. Peut-être pour toujours. Je ne peux pas contrôler ça. Ce que je peux contrôler, c'est de laisser la porte ouverte sans me tenir dans l'encadrement à attendre. Je laisse la porte ouverte. Je me tiens ailleurs. Quelques matins après avoir posté la lettre, j'étais debout à mon évier de cuisine, en train de faire rien de particulier. Rincer une tasse à café, regarder la lumière entrer par la fenêtre orientée à l'est comme elle fait le matin, le genre de moment ordinaire qui n'a aucune raison d'être important et qui l'est parfois quand même. Élise était sur le rebord de la fenêtre. La lumière frappait le visage sculpté, et la monture dorée et la fissure capillaire. Et j'ai pensé à ma grand-mère qui l'avait fait tomber en 1987, et à ma mère qui avait décidé de ne pas la faire réparer, et à ma mère debout dans sa cuisine en janvier, en train de prendre une photographie parce qu'elle trouvait qu'Élise était belle dans la lumière d'hiver. J'ai pensé à ma mère qui savait ce qu'elle savait sur ses 2 filles et qui avait choisi. Pas par rancœur, par clarté. Le genre de clarté qui vient à certaines personnes quand elles comprennent que leur temps est fini et qu'elles veulent s'assurer que les bonnes choses atterrissent dans les bonnes mains. J'ai pensé, elle me voyait, elle m'a toujours vue. Je m'appelle Séverine Maillard, j'ai 34 ans. Et je sais maintenant, enfin, d'une façon qui n'a plus besoin que personne d'autre le confirme, qu'être l'enfant facile et être l'enfant invisible ne sont pas la même chose. Ma mère connaissait la différence. Elle a fait en sorte que je la connaisse aussi. Élise est toujours sur mon rebord de fenêtre. Chaque matin, la lumière la trouve. Chaque matin, elle brille. Mais avant de vous laisser, je veux vous poser une question, et je le pense vraiment, alors j'espère que vous répondrez. Est-ce que quelqu'un que vous avez perdu vous a jamais laissé quelque chose? Pas seulement un objet, mais un message à l'intérieur de l'objet, une décision qu'il ou elle a prise tranquillement en votre nom et que vous n'avez comprise que plus tard? Une façon d'être vu par quelqu'un qui n'est plus là pour vous dire qu'il vous voyait? Si ça a déjà été vous, laissez-le dans les commentaires. Je les lis tous, et je le pense plus que je ne sais le dire. Si cette histoire vous a touché, si une partie de ce que Séverine a traversé ressemble à quelque chose que vous portez aussi, cliquez sur « J'aime »
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et partagez ça avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité ne reste pas enterrée et que les bonnes choses finissent par rentrer à la maison. À très vite. Attendez, je réalise que je vous ai dit où j'en suis maintenant, sans vous avoir dit tout ce qui s'est passé entre la lettre et ce matin à l'évier. Laissez-moi revenir en arrière. Parce qu'il y a des choses dans cet intervalle qui comptent, et je ne veux pas vous les laisser dans le flou. Après que j'ai récupéré Élise au commissariat, après que j'ai posé la broche sur le rebord de la fenêtre et regardé la lumière la trouver, il y a eu une période de quelques semaines qui ressemblait à de la décompression. Pas de la joie, pas encore. Quelque chose de plus proche du silence qui suit un bruit très long. Mon appartement me semblait plus grand qu'avant, ce qui n'avait aucun sens physiquement, mais en avait un émotionnellement. Comme si l'espace que la situation avait occupé dans ma tête pendant des semaines s'était libéré d'un coup et que je ne savais pas encore quoi mettre à la place. Je travaillais, je faisais mes clôtures, je prenais le tramway le matin en regardant Bordeaux défiler par la vitre, le quai des Chartrons, le pont de pierre, les façades en pierre blonde du centre qui captent la lumière différemment selon l'heure. Je mangeais correctement, parce que Nathalie avait instauré le principe du déjeuner ensemble le mardi et le jeudi, et que refuser aurait déclenché une conversation que je n'avais pas l'énergie d'avoir. C'est dans cette période-là que j'ai commencé à penser à ma mère différemment. Pas avec la douleur aiguë des premiers mois après l'AVC. Cette douleur-là était toujours là, elle l'est encore, mais elle avait pris une forme différente. Plus portée, moins tranchante. Ce à quoi je pensais maintenant, c'était à toutes les petites décisions que Michel avait prises sans les nommer. Le fait qu'elle avait appelé le notaire seule, sans en parler à Isabelle. Le fait qu'elle m'avait dit pour Élise dans la cuisine, un dimanche où Isabelle était à Brive et Raphaël à Lyon, juste nous deux, comme si elle avait attendu ce moment précis. Le fait qu'elle avait publié cette photographie en janvier, Élise sur le plan de travail dans la lumière d'hiver, comme si elle voulait que quelque chose soit daté et visible. Ma mère n'était pas du genre à faire des choses par hasard. Je me suis demandé si elle avait su, pas en détail, pas de façon explicite, mais dans cette façon qu'ont certaines mères de sentir la forme des choses sans pouvoir les nommer, que quelque chose risquait d'arriver à Élise. Que le moment de sa mort allait créer une faille dans laquelle certaines vieilles tensions pourraient s'engouffrer. Elle n'avait pas pu prévoir exactement ce qui allait se passer. Mais elle avait peut-être vu assez clairement pour vouloir que certaines choses soient documentées. Pour vouloir que je sache, sans ambiguïté, ce qu'elle avait voulu. Je ne saurai jamais vraiment. C'est l'une des choses qu'on ne sait jamais sur les personnes qu'on a perdues. Jusqu'où allait leur prévoyance, jusqu'où allait simplement leur façon d'aimer. Nathalie m'a posé la question directement un soir, chez elle, autour d'une bouteille de Bergerac rouge que Marc avait ouverte et dont il s'était discrètement retiré une fois qu'il avait compris que la conversation allait prendre de la profondeur. Elle m'a dit « Est-ce que tu penses que ta mère savait ce dont Isabelle était capable ?» J'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit « Je pense qu'elle savait ce dont on était toutes les deux capables. Et je pense qu'elle a fait avec ça ce qu'elle pouvait faire. » Nathalie a hoché la tête. Elle a dit « C'est une très belle façon de voir quelqu'un. » J'ai dit « C'était une très belle façon d'être quelqu'un. » On a bu notre vin en silence un moment. Par la fenêtre du salon de Nathalie, on voyait les lumières des quais se refléter sur la Garonne, ces reflets longs et tremblants qui donnent l'impression que la rivière pense à quelque chose. J'ai pensé que ma mère aurait aimé cette vue. Elle aimait les lumières sur l'eau. Elle aimait les choses qui avaient l'air de penser. Ce qui m'a le plus surprise dans les semaines qui ont suivi, ce n'est pas ce qui a changé dans ma famille, c'est ce qui a changé en moi. Je ne suis pas devenue quelqu'un de différent. Je suis toujours celle qui fait des listes, qui garde les traces, qui tient les chiffres droits et les dossiers propres. Je suis toujours celle qui mange chez elle presque tous les soirs et qui appelle Nathalie quand quelque chose se construit et qui regarde la lumière entrer par sa fenêtre de cuisine le matin avant de commencer la journée. Ces choses n'ont pas changé et je ne voudrais pas qu'elles changent. Ce qui a changé, c'est plus subtil. C'est quelque chose dans la façon dont je m'assieds dans les situations inconfortables. Pendant très longtemps, toute ma vie à vrai dire, quand une situation devenait difficile dans ma famille,
Mon réflexe premier était de me demander comment la rendre moins difficile pour tout le monde autour de moi. Comment absorber la chose qui coinçait pour que la pièce reste à une température supportable. C'était automatique, aussi naturel que respirer, tellement intégré que je ne le voyais même plus comme un choix. Je le vois maintenant. Et voir quelque chose change la relation qu'on entretient avec. Ça ne veut pas dire que je suis devenue quelqu'un qui cherche les conflits. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de me soucier de la température des pièces. Ça veut dire que je me pose désormais une question supplémentaire avant de commencer à absorber. Est-ce que c'est à moi de porter ça? Et parfois la réponse est oui. Et parfois, beaucoup plus souvent que je ne l'aurais cru, la réponse est non. C'est une petite question. Elle a changé quelque chose d'assez grand. Mon père Bernard m'a appelé un dimanche matin, environ un mois après tout ça. Mon père appelle rarement de lui-même. C'est moi qui appelle généralement, et lui qui répond. Ce matin-là, c'est son numéro qui s'est affiché sur mon téléphone, et j'ai décroché avec ce léger serrement qu'on a toujours quand quelqu'un qui n'appelle pas d'habitude appelle soudain. Il n'avait pas grand-chose à dire. C'est mon père. Il n'a presque jamais grand-chose à dire. Il a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Il a demandé si j'avais récupéré la broche. J'ai dit oui. Il y a eu un silence qui, venant de mon père, était une forme de conversation. Puis il a dit « Ta mère m'avait dit, pour Élise. Elle m'avait dit que c'était pour toi. Je l'ai su depuis le début. J'aurais dû le dire plus tôt. » Je n'ai rien dit, pesant le poids de son aveu. Mon père savait tout depuis le début, mais il s'était tu par cette habitude générationnelle de laisser les femmes gérer les crises. « Je sais, papa, » ai-je simplement répondu. « Bon, » a-t-il dit. Nous avons parlé de choses banales pendant 20 minutes. En raccrochant, j'avais les larmes aux yeux. Ce n'était plus l'histoire de la broche ou des accusations. C'était le geste simple de mon père m'appelant un dimanche matin. C'était suffisant. J'ai aussi repensé aux aveux d'Isabelle. Sa détresse, la dette, le divorce, le deuil, n'étaient pas une excuse, mais une explication. Nous avions perdu la même mère, mais nos réactions face au vide différaient radicalement. Moi, je me raccrochais à la rigueur des listes pour ne pas m'effondrer. Isabelle, elle, avait pris Élise. Je ne dis pas que c'était équivalent. Ce n'était pas équivalent. Ce qu'elle a fait m'a coûté 11 jours de ma réputation dans ma propre famille, des semaines de nausées sourdes, et quelque chose de plus difficile à nommer, la sensation d'être seule dans une vérité que personne autour de moi ne voulait regarder en face. Ce n'est pas rien. Ce ne sera jamais rien. Mais je peux tenir ces deux choses en même temps. Ce qu'elle m'a fait était une injustice réelle, et elle était aussi une femme de 37 ans submergée par un deuil, et une dette, et une vie qui n'avait pas tenu les promesses qu'elle s'était faites. Les deux sont vrais. Les deux resteront vrais. Je ne sais pas si on sera un jour à nouveau des sœurs, dans le sens où ce mot devrait signifier quelque chose. Je ne sais pas si la distance qui existe maintenant entre nous est temporaire ou permanente. Ce que je sais, c'est que je ne vais pas décider de ça dans un sens ou dans l'autre, depuis la peur ou depuis la colère. Si quelque chose se reconstruit entre nous, ça se construira lentement, sur du réel, ou ça ne se construira pas. Je peux vivre avec les deux possibilités. C'est nouveau pour moi, pouvoir vivre avec une incertitude sans essayer immédiatement de la résoudre pour tout le monde. Élise est sur mon rebord de fenêtre. Ce matin, comme tous les matins, la lumière de l'Est est entrée par la fenêtre de cuisine, et elle a trouvé la broche avant de trouver autre chose. Le visage sculpté dans la coquille, la monture couleur de miel vieillie, la fissure capillaire dans le coin inférieur gauche. Ma grand-mère qui l'a fait tomber en 1987, et ma mère qui décide de ne pas la faire réparer. Et ma mère, debout dans sa cuisine en janvier, en train de la photographier dans la lumière d'hiver, parce qu'elle trouvait qu'elle était belle. Ma mère qui sait ce qu'elle sait sur ses deux filles, et qui met certaines choses au clair pendant qu'elle le peut encore. Ma mère qui me voit, qui m'a toujours vue. Je m'appelle Séverine Maillard, j'ai 34 ans, et je sais maintenant, enfin, d'une façon qui n'a plus besoin que personne d'autre le confirme, qu'être l'enfant facile et être l'enfant invisible ne sont pas la même chose.
Ma mère connaissait la différence. Elle a fait en sorte que je la connaisse aussi. Élise est toujours sur mon rebord de fenêtre. Chaque matin, la lumière la trouve. Chaque matin, elle brille.